propose qu'on commence. S'il y a des retardataires, comme d'habitude, on ira les accueillir. Mais voilà. Donc bienvenue à tous ce soir pour cette troisième conférence dans le cadre de notre exposition au pays de l'or bleu. Donc nous accueillons ce soir Adrien Donadieu, donc, qui est professeur d'histoire-géographie au lycée Notre-Dame et qui va nous parler de l'époque médiévale déjà et d'un sujet donc, sur lequel il a travaillé pour son mémoire de master, c'est ça, mais sous un angle bien particulier, celle de l'utilisation de la ressource eau, et en tout cas du réseau hydrographique, par les moines du prieuré de Saint-Sauveur de Chirac. Donc, puisque votre mémoire de master portait justement sur ce même prieuré. Alors les sources qui vont être évoquées, elles ne sont pas forcément conservées aux archives départementales de la Lozère, elles sont même surtout conservées aux archives départementales de l'Aveyron, mais en tout cas il va être question de la ressource eau en Lozère, et en particulier de l'usage de la Colagne voilà, par les moines. Alors la conférence est filmée, donc comme toujours vous pourrez la retrouver ultérieurement ensuite sur la chaîne YouTube du département, et puis je vous précise aussi que vous pourrez dans les 2 mois qui viennent assister à d'autres conférences. Donc la prochaine sera sur la question des béals, donc il y aura forcément un lien avec ce soir et aussi avec la précédente conférence qui avait été assurée par Isabelle Darnas et Cécile Foxciotto sur le patrimoine de l'eau. Donc là on a plusieurs conférences qui se suivent et qui ont un lien entre elles autour effectivement du patrimoine, de ce patrimoine de l'eau et de l'usage en tout cas des sociétés avec leur environnement. Voilà. Donc je laisse la parole à Adrien Donadieu. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci d'être venus ce soir. Alors, simple précision avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir sur 2 petites précisions. La première, le titre de cette conférence, comme vous pouvez le voir, je l'ai légèrement rectifié. Mon propos porte, je vous le rassure, toujours sur le prieuré de Saint-Sauveur de Chirac, qui est un établissement monastique implanté sur les rives de la Colagne. Mais un établissement monastique, c'est un bâtiment, mais c'est aussi un patrimoine foncier. Et le patrimoine foncier de l'établissement est très vaste, et il prend en compte un grand nombre de rivières, de ruisseaux, de cours d'eau. Donc mon propos portera certes sur la Colagne, comme l'indiquait le titre précédent, mais aussi sur d'autres rivières, voilà, qui la rejoignent en amont. Je pense à la Crueille, je pense au Coulagnier, je pense au ruisseau de la Planchette aussi, mais aussi sur le Lot, évidemment, dont la Colagne est un affluent. La deuxième petite précision, elle est d'ordre plutôt chronologique, car si mon propos porte sur la période médiévale, je suis médiéviste de formation, vous voyez, du XIe au XVe siècle, je n'ai pas pu m'empêcher de grignoter un petit peu sur la période moderne. Donc je m'en excuse et je vais donc vous présenter quelques documents qui seront projetés, qui iront jusqu'au XIXe, voire même jusqu'au début du XIXe siècle. Bon, alors vous le savez, la Lozère, c'est une terre de sources, et elle présente un très grand nombre de ruisseaux, de rivières complexes, très riches. C'est également le château d'eau d'une grande partie de la France, puisque le territoire contribue à alimenter 3 bassins hydrographiques de notre pays, le bassin méditerranéen, Rhône-Méditerranée, le bassin aquitain, Adour-Garonne et le bassin ligérien avec la Loire. Au Moyen-Âge, ces cours d'eau, ils étaient aménagés. Ils étaient aménagés, de nombreux moulins. On en a comptabilisé environ plus de 2000. Et il me semble important, pour commencer cette conférence, de partir de ce constat-là. Car l'histoire du Gévaudan, puis de la Lozère, elle s'est construite à partir de ce substrat hydrographique. Je dirais même que les légendes associées à notre département sont le plus souvent associées à nos rivières. Je pense évidemment là à la légende de Saint-Énimie, qui est, je pense, l'exemple que vous connaissez tous et qui est le plus révélateur. C'est donc une ressource, l'eau, qui a joué un rôle absolument fondamental dans nos sociétés. C'est d'ailleurs pas un hasard si la majorité des grands livres qui ont été publiés sur l'histoire du Gévaudan commencent tous, en réalité, non pas par l'histoire, mais par la géographie de ce département. Son sol, son sous-sol, et notamment ses cours d'eau. Et l'humain, l'homme, a continuellement dû s'adapter
à la topographie du site, creusée et aménagée, créée par l'eau. L'aménagement du territoire, l'habitat, etc. Alors, évidemment, pour commencer, j'aimerais vous parler du prieuré sur lequel nous allons parler. Le prieuré de Saint-Sauveur de Chirac. Simple précision, je ne vais pas ici parler de l'église paroissiale de Chirac. Je ne vais pas parler du village de Chirac. Mon propos portera sur l'église paroissiale du Monastier, qui a été appelée Saint-Sauveur de Chirac, car lors de sa fondation, il n'y avait pas une agglomération construite autour du site. Et donc, l'église a été fondée à moins de 2 km au sud de Chirac, donc, voilà, par simplification, on l'a appelée Saint-Sauveur de Chirac. Mais donc, nous parlerons bien de l'église du Monastier. Je dis ça parce que la confusion est souvent faite, et voilà, je préférais vous tenir informé dès le début de cette conférence. Donc, le prieuré Saint-Sauveur de Chirac, c'est un établissement religieux, un établissement monastique, qui a été fondé par 2 personnalités du XIe siècle, Aldebert de Peyre, l'évêque de Mende, et Astor de Peyre, le seigneur de la baronnie dont il tient le nom, la baronnie de Peyre. L'établissement est un prieuré, ça veut dire que c'est un établissement, un monastère qui dépend d'une abbaye mère. En 1062, le 26 mars 1062 même plus précisément, ce monastère est donné à l'abbaye de Saint-Victor de Marseille. Voilà. Donc c'est une dépendance d'une abbaye marseillaise. Comme la majorité des établissements et des sites religieux de notre département, il a fallu que ce bâtiment traverse les âges et connaisse des périodes parfois douloureuses. Évidemment, je pense à la guerre de 100 ans, période durant laquelle un prieur important, que vous connaissez peut-être, Anglique de Grimoire, oncle d'Urbain V, décide de fortifier le site, le village et l'église. Le prieuré doit également traverser une période difficile, les guerres de religion, une période très douloureuse durant lesquelles le capitaine protestant Mathieu Merle rentre dans le prieuré en 1583, détruit une partie du bâtiment monastique, notamment le chevet. Alors je pense que je n'étonnerai absolument personne dans cette pièce en disant que malgré ces épisodes douloureux, eh bien, le prieuré, tel qu'il a été conservé aujourd'hui, et tel que vous pouvez le voir, il présente une très grande richesse, une très belle beauté architecturale, qu'elle soit de l'époque romane ou de l'époque gothique. Il suffit de rentrer dans cette église paroissiale pour comprendre que nous avons affaire à un lieu qui est chargé d'histoire, que les vestiges de ces bâtiments, que ce soit l'église, mais aussi les bâtiments conventuels, eh bien, ils témoignent de la puissance, ils témoignent de la richesse de cette communauté monastique en Gévaudan, qui est due, dès ses débuts, et j'insiste, au commerce et à l'industrie de la laine. J'y reviendrai un petit peu par la suite. Alors, quelle source? Évidemment, je pense que vous vous en doutez, je vais utiliser le mot source dans tout son éventail, pour que nous puissions comprendre de quoi on parle. Bon, je commence à parler en tant qu'historien. La source, c'est la trace écrite. Et là, je pense que je vous étonnerai un petit peu plus en vous affirmant que les sources du prieuré Saint-Sauveur de Chirac, elles sont extraordinairement abondantes pour un établissement monastique de cette taille. Le prieuré a eu la chance d'avoir conservé un très grand nombre de une partie importante de sa mémoire écrite qui est encore consultable. Alors, Madame Gendry l'a dit, la quasi-totalité, de ces sources médiévales, elles sont aujourd'hui conservées aux archives départementales de l'Aveyron, à Rodez, dans un fonds qui est le fonds du collège des Jésuites. La présence de ce fonds à Rodez, il s'explique par l'histoire même du prieuré, puisqu'il a été uni par le pape Grégoire XIII au collège des Jésuites en 1576. Or, en 1583, les calvinistes rentrent dans l'église priorale, saccagent l'église, détruisent le chevet, et les moines, par crainte de voir disparaître leurs archives, décident de les transporter à Rodez, par mesure de sécurité. Ils ont bien fait. Parce que les calvinistes sont revenus quelques années plus tard, en 1589. Bon. Ces archives traversent la Révolution française, sans préjudice,
Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on comptabilise pour ce simple prieuré, pour ce prieuré Saint-Sauveur de Chirac, près de 300 documents qui constituent plus de la moitié du fonds de ce collège des Jésuites. C'est une véritable aubaine pour l'historien, pour un médiéviste, car ces sources vont apporter un éclairage absolument nécessaire pour comprendre la société médiévale du Gévaudan, je dirais, en tout cas de la basse vallée de la Colagne, de la vallée du Lot et d'une partie des terres de Payre. Ce sont justement ces documents que vous pouvez voir. Alors, j'insiste sur celui-ci, qui est un cartulaire rouleau, qui a été rédigé entre 1098 et 1226. Et la majorité des documents ici présents, les 3/4 environ, datent de 1098 à 1118. Donc, c'est un cartulaire rouleau de plus de 6 mètres de long, qui nous apprend énormément de choses sur la société, sur le prieuré, au début, donc dès sa fondation. Voilà. Alors, ces sources, elles nous ont permis, en tout cas elles m'ont permis, lors de la rédaction de mon mémoire, de pouvoir cartographier le patrimoine foncier du prieuré grâce à ce cartulaire rouleau, mais aussi grâce à d'autres documents. Et ce que l'on peut dire, c'est que le cartulaire rouleau et la documentation nous permettent de dire que les possessions du prieuré Saint-Sauveur de Chirac sont localisées essentiellement dans la basse vallée de la Colagne, mais aussi dans une partie importante de la vallée du Lot, des Salelles jusqu'au Villard. Et elle a également une série de possessions un peu plus éparses en terre de Payre, notamment au Buisson, voilà, dans lequel on va retrouver beaucoup de documentation sur le Buisson. Ça ne va pas trop nous concerner concernant cette conférence, mais voilà, le Buisson fait partie des possessions importantes du prieuré. Ces sources elles m'ont également permis de voir quel rapport entretenait le prieuré avec les seigneurs locaux. Les seigneurs de Payre, évidemment, les seigneurs de Mauriès, les seigneurs de Cagnac, évidemment l'évêque de Mende, mais aussi sur ce qu'on a longtemps appelé un peu les oubliés de l'histoire. Cette documentation très administrative, parfois, nous apporte des données sur la vie paysanne, sur les femmes au Moyen-Âge. On a notamment un procès en sorcellerie du XVe siècle qui a été conservé, sur les voleurs, sur les criminels, sur les ivrognes, sur les animaux. On a un procès d'un mulet du XIVe siècle, parce qu'il aurait blessé son propriétaire. Donc, voilà, c'est un prieuré qui nous apporte beaucoup d'éléments. Et pourtant, malgré cette immense richesse documentaire, eh bien, le nombre d'historiens à s'être penchés sur l'histoire de ce bâtiment monastique, eh bien, elle est assez faible. Quand je parle des sources, il y a les sources écrites, mais il y a aussi l'historiographie. Les deux seules études qui méritent d'être citées, c'est d'abord l'ouvrage de l'érudit Jules Daudet, qui est ici et que vous pourrez consulter. Jules Daudet, il est natif de Marvejols, il est médecin de profession. C'est un homme qui était maire de Marvejols, conseiller général également. Et en 1885, Jules Daudet écrit un ouvrage intitulé « Les recherches historiques sur le monastier ». Un ouvrage qui connaît un relatif succès tout de même à la fin du XIXe siècle. C'est véritablement le premier auteur à s'être confronté aux sources. Il a notamment beaucoup étudié, non pas ce cartulaire rouleau, mais le cartulaire de Saint-Victor de Marseille, dans lequel il a apporté plusieurs éléments. Il est allé à Rodez, mais il n'a pas tout dépouillé à Rodez. Voilà, il y a des choses qu'il n'a pas vues. Mais il est allé à Mende aussi, il a étudié sur beaucoup de sources. Voilà. Donc son influence, elle est absolument certaine pour l'histoire de ce prieuré, et son ouvrage reste une référence incontournable. Deuxième auteur, c'est Jérôme Belmont, chartiste, qui a suivi une formation d'archiviste, paléographe, qui a été directeur des études à l'école des Chartes de 2006 à 2016, et qui en 1994 publie un article important dans lequel il va transcrire le cartulaire rouleau que je vous ai présenté précédemment. Donc, deux auteurs à retenir, c'est peu. C'est peu pour cette période médiévale, surtout lorsque l'on sait que la documentation est là. Les sources, ce sont aussi évidemment des cours d'eau, des ruisseaux, des rivières qui sont mentionnés dans la documentation. Quels sont-ils?
quels sont les cours d'eau qui sont mentionnés? Évidemment, je n'étonnerai personne, le premier de ces cours d'eau, c'est évidemment la Colagne. Aquae vocate Colognae. Voilà. Alors, Colognae au Moyen-Âge, Colana, NHA plus tard, à la fin du Moyen-Âge. Interrogeons-nous sur ce mot quand même. Peut-être, ce n'est qu'une hypothèse, faut-il comprendre ce nom comme rivière colonisée par les moines. C'est ce qu'explique Jules Daudet à plusieurs reprises dans son ouvrage, en tout cas c'est son interprétation. Ce nom a été attribué à cette rivière et pourrait renvoyer au fait que ces moines bénédictins du monastier, eh bien, ils ont été les premiers véritablement à opérer un défrichement, un aménagement dans cette basse vallée de la Colagne. Bien sûr, ça n'est qu'hypothétique, puisque avant 1062, on n'a aucune connaissance écrite de l'occupation de cette région-là, mais voilà, c'est une supposition. Les références à la Colagne, elles sont nombreuses. Je vous en ai mis une ici, je pourrais vous remplir le diaporama de noms coloniens, de Colagne. Il y a aussi des vestiges archéologiques que je vous montrerai, qui sont peut-être d'origine médiévale. D'autres mentions, on a le ruisseau, le rivulum de Planchetta. Alors la Planchette, pour les habitants peut-être qui habitent au monastier, c'est un petit cours d'eau qui va se jeter en aval du prieuré et qui a fait l'objet de nombreux aménagements tout au long du Moyen-Âge, qui a été approprié dès le XIe siècle dans sa totalité par le prieuré, et le prieuré insiste là-dessus, notamment lors de litiges et de différends avec un seigneur, le seigneur de Mauriès. Et le prieuré dit « la rivière de la Planchette nous appartient en totalité ». Voilà, donc on a beaucoup de références à ce petit ruisseau-là, parce que voilà, c'était l'objet de différends et de litiges. Et enfin, évidemment, on a une référence au Lot, Olti, puisque les possessions du prieuré s'étendent vers le sud, en particulier dans la paroisse des Salelles, un peu au Villars. Le Lot, il est souvent présenté comme un fluminé, un fleuve, une grande rivière, on va dire, et il apparaît souvent dans les sources. Enfin, dans une moindre mesure, on a d'autres références. Le Coulagnier apparaît un petit peu, mais rarement. On a aussi, ça peut apparaître, voilà, on a la Crueise, Roisa, qui apparaît très rarement, une seule fois en réalité, mais qui apparaît dans les noms de certains personnages. Bertrand de Crueise, par exemple, de Crueisette, voilà. Donc la Crueise apparaît de temps en temps. Les Saliens, qui est aussi un petit ruisseau qui se jette sur le Lot. Et puis enfin, on a des rivières qui ne sont pas mentionnées, malheureusement, alors que je sais qu'elles font partie, en tout cas, bien évidemment pour des portions, des possessions et du patrimoine foncier du prieuré. La Truyère, par exemple. La Truyère, puisque le prieuré de Saint-Sauveur de Chirac avait fondé un prieuré cure non loin de Cerverette, à Saint-Jean de la Vacherie, d'où l'église Saint-Jean actuellement. Eh bien, aucune fois il est fait mention, malheureusement, de la Truyère. Pardon. Bon. Alors commençons par le commencement. L'eau de la Colagne, un argument pour la fondation du prieuré. En général, lorsque je parle et lorsque je discute à propos du prieuré Saint-Sauveur de Chirac, j'ai l'habitude de commencer par un document de référence. C'est celui-ci. Ce document, c'est tout simplement l'acte de donation du prieuré que Aldebert et Astor de Peyre ont fait à l'abbaye de Saint-Victor de Marseille. Bon. Il est daté du 26 mars 1062 et il nous apporte un très grand nombre de précisions sur cet établissement. On sait les donateurs, le nom des donateurs, on sait la date, on sait le lieu de la fondation, on sait également la règle que doivent suivre les moines, la règle bénédictine, autrement dit, ils doivent se soumettre à l'opus, au travail, on va le voir ça. Beaucoup d'informations. On sait même qu'ils ont acheté le terrain à grand prix. Bon. Et pourtant, aucune référence à la Colagne, ni à aucune rivière, ni au réseau hydrographique. C'est absolument frustrant quand on sait à quel point cette rivière a joué un rôle fondamental. Et c'est un document absolument essentiel pour démarrer l'histoire de ce prieuré. Donc,
Au départ, le réseau n'est pas mentionné. Mais on a le privilège et la chance d'avoir conservé d'autres documents qui sont d'époque. D'autres documents qui portent sur des événements qui sont contemporains et j'irais même jusqu'à dire qu'ils sont peut-être antérieurs à l'acte de donation que je vous ai présenté. L'un d'entre eux, c'est celui-ci, le Breuede Honore Sancti Salvatoris Kyriaco. Il s'agit en réalité du premier censier du prieuré, autrement dit, un homme qui donne un morceau de terre dans lequel il s'est expliqué très rapidement, les redevances que doivent fournir les hommes de cette terre au prieuré. Bon. C'est donc le tout premier censier du prieuré. Mais ce censier est précédé de 2 notices qui sont du XIe siècle. Ces 2 notices, l'une n'est pas intéressante, en tout cas pour nous, c'est une altercation que les moines ont eue avec les seigneurs de Chirac un jour de Noël, 1074, dans lequel les seigneurs auraient expulsé les moines d'une église. Bref, la deuxième notice, en revanche, elle nous intéresse beaucoup plus. Pourquoi ? Parce qu'elle relate un événement qui est antérieur à la donation et qui est donc absolument important. Pourquoi ? Parce que pour qu'un établissement monastique soit donné, il faut qu'il soit fondé avant. Et cette notice-là, elle rappelle les fondations du prieuré, et non pas la donation. La donation, c'est ce qui va venir ultérieurement. C'est quasiment contemporain pour l'époque. Mais là, on a une notice qui rappelle la fondation du prieuré. Bon. Et ce document, lui, va être beaucoup plus généreux. Il va être généreux et précis sur les raisons de la fondation de cet établissement. Il explique que, par l'ordre de Dieu, Altebert de Peyre, le donateur, par la suite, trouva un endroit qui conviendrait suffisamment pour un monastère, à savoir l'emplacement du terrain et l'abondance de rivières, de sources. J'ai traduit et de valeur encaissée. Pas tout à fait très bien traduit, j'ai essayé de l'adapter le mieux possible. Confinis value. Bon. Le plus important, c'est ça. L'abondance de rivières, l'abondance de sources. Ce document, il met donc en lumière l'importance que pouvait revêtir le réseau hydrographique aux yeux des donateurs. La présence d'une rivière, la Colagne, au débit abondant, la qualité des eaux, évidemment, dont nous allons parler, l'existence d'un réseau hydrographique riche, complexe, pour alimenter cette rivière. Évidemment, il y a aussi une deuxième raison, c'est l'emplacement stratégique du prieuré, situé à la fois à quelques pas de la cité principale de l'époque qui était Chirac, mais aussi près de la confluence avec le Lot. Donc c'est un endroit stratégiquement parfait et dans lequel l'eau est un argument. Il faut donc bien avoir en tête que l'objectif de cette fondation du prieuré et même de la donation, elle ne doit pas être cherchée dans une volonté d'isolement monastique. Les moines bénédictins qui ont fondé, qui sont entrés dans ce monument, n'étaient pas des ermites, c'était plus des entrepreneurs. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu aménager cette vallée de la Colagne pour en faire un espace connecté avec le reste du Gévaudan, au moins, en faire un espace productif. Là encore, j'aimerais peut-être citer Jules Daudet, pour commencer, qui a cherché à expliquer pourquoi est-ce que ce prieuré avait été fondé ici, et pas en terre de Peyre. Pourquoi pas à Aumont, pourquoi pas près du château des seigneurs de Peyre, après tout. C'est Aldebert et Astor de Peyre qui ont fondé le prieuré. Jules Daudet explique la chose suivante, je le cite. « La proximité des eaux, si nécessaire pour les besoins de la communauté, furent sans doute les principaux motifs qui firent préférer ce territoire aux sites sauvages des hauts plateaux, si souvent couverts de neige. » Évidemment, la question climatique, elle est également présente. Avant de passer au document suivant, j'aimerais rajouter un élément sur ce que ne dit pas le document. Parce que ce qui est intéressant en histoire, c'est ce que dit un document, mais aussi ce qu'il ne dit pas. Ici, c'est le nom de la rivière, Colagne, qui n'est pas mentionné. C'est une absence toponymique, je dirais peut-être même hydronymique, je ne sais pas si ça se dit, qui pourrait renforcer mon hypothèse dont je vous ai parlé plus tôt, qui consiste à dire que ce serait peut-être les moines qui auraient donné le nom à cette rivière, son nom actuel.
les moines se présentant alors comme des colonisateurs, entre guillemets évidemment, je ne vais pas faire d'anachronisme, dans la transformation en réalité d'un espace sauvage, le Saltus, en un espace civilisé, un espace vivable. On appelle ça l'agere, en latin, pour ce qui est du Moyen-Âge. Bien, alors avançons. La Colagne, les cours d'eau vont également être utilisés par les moines comme des repères juridictionnels. La fondation du prieuré, elle s'est faite au XIe siècle dans un contexte très favorable. Saint-Sauveur de Chirac doit cependant, à partir du XIIIe siècle, donc de 1200, à faire face à une série de concurrents de plus en plus sérieux, de plus en plus ambitieux, notamment l'évêque de Bande dans la vallée du Lot, le pouvoir royal dans la cité de Marvejols. Et donc, la documentation écrite du prieuré, à partir du XIIIe siècle, elle va beaucoup plus toucher et va devenir des documents beaucoup plus judiciaires et juridiques. Le prieur va utiliser l'écrit pour manifester son pouvoir et délimiter, pour spatialiser ses possessions et ses capacités d'intervention sur un territoire qui lui appartient. Et dans ce contexte-là, les réseaux hydrographiques vont être beaucoup utilisés pour faire face aux prétentions de l'évêque ou du roi. Je vous montre ici un exemple. Ici, on est en 1261, je ne vous ai pas mis le document en entier, vous pourrez le voir, il est ici. Voilà. Donc, le document en bas à gauche. Voilà. Parce qu'il est très, très important, il est très grand, et donc j'ai préféré zoomer sur des éléments pour que vous compreniez. Il est daté de 1261. Ici, le prieur du monastier passe un accord avec le bailli du roi, le représentant du roi, au sujet de l'emplacement de bornes, de limites, qui doivent être placées entre le château de Chirac et le village du monastier. On est en 1261, désormais un village s'est constitué autour du prieuré. Bon. L'objectif est de bien séparer la juridiction entre les deux pouvoirs. La Colagne, ici, va faire figure dans ce document de repères pour montrer jusqu'où s'étend la juridiction du prieur et jusqu'où commence celle du roi. Voici un exemple. Parmi les documents, la Colagne est citée 4 ou 5 fois, rien que dans ce document. Voilà, donc le champ de Durand, je ne l'ai pas expliqué, mais voilà, il s'agit d'un champ situé entre les eaux de la Colagne et la vigne, confrontatur cum aqua coloniae, et la route qui va en direction du moulin de la Grabe, alors ce moulin, on va le voir plusieurs fois dans les sources, appartiennent au prieuré et monastère, c'est-à-dire au monastère Saint-Sauveur de Chirac. Donc vous voyez, on va utiliser la Colagne pour dire jusqu'où appartiennent les possessions et jusqu'où elles s'arrêtent. Dans d'autres cas, c'est l'inverse. C'est la Colagne qui va être un peu capricieuse et qui va brouiller, qui va gommer ces juridictions-là par la force du courant qui va sortir de son lit par des crues, tout simplement. C'est ce qui est expliqué dans ce document, 1365, on est 100 ans plus tard, en pleine guerre de 100 ans, entre parenthèses, et c'est exactement le même document. Il s'agit d'un accord signé entre les officiers de la cour de Marvejols et le prieur du monastier concernant le plantement de bornes, de limites, dans un lieu appelé Douzette, D-O-U-Z-E-T-E. Je n'ai pas réussi à localiser cet endroit, entre le prieuré et Chirac, peut-être. Bon, j'ai pas réussi. Bon. Mais ce qui est intéressant dans ce document, je voulais zoomer. Déjà, il est fait référence dans la rivière dite appelée Colonier. Voilà. Je vous le traduis donc. Voilà. Dans la rivière, l'eau appelée Colagne a divisé le territoire et la juridiction du domaine royal avec celle du seigneur et prieur du monastère. Cette borne a été enlevée et retirée du lieu dans lequel elle était à l'origine. Donc dans ce document, vous voyez, le notaire qui a écrit cet acte, il indique que des bornes ont été enlevées par la crue générée par la Colagne, par le débordement des eaux. Alors, ce qui est assez intéressant dans ce document, je trouve, c'est qu'il y a une certaine personnification un petit peu de la Colagne. C'est assez émouvant, comme si l'auteur
attribuait la culpabilité de cette borne, voilà, la culpabilité était adressée à la rivière d'avoir brouillé les pistes en quelque sorte. Voilà. L'eau appelée Colagne. C'est intéressant. Alors évidemment, les cours d'eau sont aménagés pour prendre en charge la construction de moulins, la construction d'aqueducs, la construction de canaux. Au Moyen-Âge en France, on peut compter sur des entrepreneurs énergiques, les moines. Les moines, ils savent y mettre de leur temps, ils savent y mettre les moyens et les aménagements qui ont été réalisés tout le long du réseau hydrographique contrôlé par les moines du prieuré de Saint-Sauveur de Chirac sont assez nombreux, notamment des constructions de moulins, évidemment, des moulins que je crois être céréaliers, évidemment, mais aussi des moulins à foulon. Ces mentions, elles sont dans les sources particulièrement nombreuses. Dès la fondation du prieuré, dès la fin du XIe siècle, il est fait référence à de nombreux moulins. Je vous mets ici un exemple parmi beaucoup d'autres. J'aurais pu vous en mettre un autre, j'ai pris celui-là parce qu'il a une petite particularité à la fin du texte. Il s'agit là d'un acte de donation absolument classique qu'on peut retrouver partout, mais qui est assez intéressant. Un certain Bertrand Douce Wilhelmy, décide de donner une part de la production du moulin située sur la Colagne, près de l'établissement monastique. Voilà. Il donne le quart de la production d'un moulin. C'est-à-dire que le moulin n'appartient pas en totalité au prieuré ni à quelqu'un, lui possède le quart de la production. Bon. Sauf qu'il explique que cette donation ne sera effective qu'après la mort du donateur, et si et seulement si celui-ci décède sans descendance légitime. Bon. La suite du document nous apporte d'autres indications. Voilà. Vous voyez que le fleuve Colagne est mentionné et qu'il est référence au moins à un moulin. Mais ce qui est intéressant dans ce document, c'est la suite. Ce que l'on apprend dans l'autre document, c'est que ce certain Bertrand Guillaume aurait calomnié les moines. Ils auraient peut-être insulté, on ne sait pas trop ce qu'il a fait à ces moines. Et dans ce document, il veut s'excuser de sa calomnie, dont nous ignorons évidemment le contenu, et il décide de céder à des prétentions qu'il aurait sur l'autre quart de production de ce même moulin, mais aussi, et ça c'est intéressant, sur tous les autres moulins situés sur cette rivière, autrement dit sur la Colagne. Autrement dit, dans ce document, on apprend qu'il y a une certaine forme de co-seigneurie dans les moulins, puisque chaque seigneur a une part de production d'un moulin, et pas souvent la totalité, mais on apprend aussi qu'il y a plusieurs moulins en réalité. Voilà, sur la Colagne, dès la fin du XIe siècle. Je répète, on est entre 1098 et 1109 concernant ce document. Alors malheureusement, tous ces documents qui font référence à des moulins ne parlent que de moulins. Ils n'apportent pas plus de précision sur ce que pouvaient produire les moulins, leurs fonctions. Parmi les nombreux actes de donation qui ont été conservés grâce au cartulaire Rouleau, qu'a transcrit Jérôme Belmont, eh bien, on peut essayer de mettre des hypothèses et d'aller chercher dans les redevances que reçoivent les moines pour voir si parmi ces redevances, certaines pouvaient être utilisées dans des moulins. Je vous ai mis une redevance parmi les toutes premières, qui sont elles aussi du XIe siècle, qui montre que l'omniprésence des redevances, elle est avant tout céréalière. Rien que dans cet acte que je vous montre ici, vous avez une énorme quantité et une très grande diversité, surtout, de céréales. Vous avez l'avoine, kiwano. Vous avez le blé, évidemment. Vous avez de l'orge, ordeillis. Vous avez du froment. Vous avez du seigle. Il y a aussi de l'épeautre, qui n'est pas mentionné dans ce document, mais voilà. Donc on a une très grande diversité de céréales, et dans quasi toutes les redevances, il y a au moins de l'avoine, qui est de très loin la céréale la plus produite à l'époque. Donc bon, qu'est-ce qu'on en suppose? Que pour beaucoup de ces moulins, ils étaient céréaliers, évidemment.
utiliser la collane, la force de l'eau, l'énergie hydraulique pour broyer les céréales et les transformer en farine. Un autre produit est omniprésent dans tous les actes, quasiment tous les actes. C'est la laine. La laine de mouton, la laine d'agneau. Les redevances en laine, elles sont quasiment systématiques dans tous les actes de donation. L'exemple que je vous donne ici, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Je vous mets celui-là parce que l'écriture est très belle, je trouve. C'est une écriture du XIIe siècle qui est très soignée. Mais j'aurais pu en mettre plein d'autres. Et je vous la mets parce que le terme de laine est là clairement très visible. Voilà. Une mesure de laine. Voilà. Et donc ici, c'est un homme, Étienne Rigaud de Mauriès, qui décide de donner au prieuré l'ensemble de ses revenus qu'il possède sur ses possessions des Salelles, de Montredon et de Chabannes. Donc c'est dans la paroisse des Salelles en fait. Voilà. Donc la laine est importante. Et donc, moi je pense qu'il faut émettre l'hypothèse que parmi les nombreux moulins énoncés le long de la Collane, eh bien certains devaient être des moulins à foulon. On sait qu'ils existent depuis le IXe siècle. On sait que les premières mentions de moulins à foulon, c'est en Normandie, dans les textes, en 1085. Donc, voilà, il ne serait pas étonnant, dans la première moitié du XIIe, qu'il y en ait dans la basse vallée de la Collane, voire dans la vallée du Lot. C'est possible. Voilà, les moulins à flot, mais c'est à peu près pareil. Les eaux fournissent la force motrice grâce à l'énergie hydraulique pour dégraisser la laine grâce à des maillets qui permettaient d'effiler, d'étirer les filaments de la laine afin de la rendre plus plastique, retirer les molécules graisseuses, qu'on appelle le suinte, voilà, dont sont extraites les fibres. Ça permettait d'obtenir de très belles couleurs, notamment à la laine, avec des qualités d'eau qui sont voilà, très, très reconnues. Enfin, j'avance. Qu'il soit céréalier ou qu'il soit à flot. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ces moulins, ce sont des aménagements qui sont surveillés, étroitement surveillés par les moines. Et là, pour ce qui est de la surveillance, on peut commencer à étudier les sources judiciaires. Je vous en montre deux ici, qui n'ont deux sources judiciaires concernant deux vols qui ont été commis dans un moulin, le moulin de la Grave. Là, pareil, j'ai pas trop réussi à localiser ce moulin. Bon, il y en avait plusieurs le long de la Collane. L'un de ces moulins, le moulin de la Grave. Vols qui ont été commis en 1284 et en 1285 par le même homme, le même voleur. Dans le premier document, le voleur devait être essorillé, devait lui couper l'oreille. La peine a été modifiée en bannissement. Et dans le deuxième, l'écriture est trop difficile et j'ai pas trop réussi à savoir quelle avait été la peine l'année suivante. J'espère qu'il s'en est bien sorti. Ces sources judiciaires, donc, elles font référence à des vols qui ont été commis dans des moulins. Voilà. Dans cette partie-là, je vais vous expliquer, voilà, d'ici à ici. On a un homme, Pierre Parolos, qui aurait arraché les clous de la porte et qui aurait volé de nuit, dans le bâtiment pour y voler. Voler quoi? De la laine, du céréal, des outils peut-être. On ne sait pas. Bon, année suivante, 1285, vous voyez, l'écriture est quand même un peu plus difficile à déchiffrer. Ce même individu, Pierre Parolos, là par contre c'est extrêmement intéressant, on sait qu'il a volé parce que les sources le disent. Il aurait volé unum escalpre. C'est de l'occitan, c'est intéressant, escalpre ça veut dire ciseau en fer, en acier. Ça montre déjà que l'acier était largement employé dans la société médiévale, contrairement à ce qu'a pu dire un certain Georges Duby dans les années 80. Bon, à la fin de sa vie, il a reconnu que le fer était en réalité beaucoup plus employé que ce qu'il a pu dire. Malheureusement, il travaillait sur la Picardie, et c'était le seul territoire en France où il n'y avait pas de mine de fer. Après, dès qu'on a fait des fouilles archéologiques un peu partout dans le reste de la France, on s'est rendu compte, et là, il a reconnu qu'en fait, le fer était beaucoup utilisé. Bon, je passe. Ce terme d'escalpre, ciseau en acier, il est... Alors là, je vais un peu extrapoler, mais j'aimerais que ce soit ça, en fait. Cet escalpre, moi, j'aimerais que ce soit des forces. C'est-à-dire des ciseaux traditionnels pour tondre les brebis. Mais en réalité,
terme d'escalpre est très, très diversifié. Ça peut être des ciseaux pour forgerons, des tailleurs de pierre, des ciseaux, des burins pour charpentiers. Donc voilà. N'allons pas non plus en conclure de suite que ce sont des forces pour tondre les brebis. Et donc ces deux documents, quoi qu'il en soit, ils montrent quoi? Ils montrent l'importance et la haute surveillance qu'il pouvait y avoir dans ces lieux. Déjà le fait que la porte soit clouée la nuit, voilà, pour éviter que des gens s'y introduisent. Bon. Le document suivant, c'est un document que j'aime beaucoup. Il vient du cartulaire rouleau du prieuré que j'ai présenté au début de cette conférence. Et je l'aime beaucoup parce qu'il nous apporte énormément d'informations sur les moulins, sur l'eau, sur les risques de construire de tels bâtiments près d'une rivière dont le débit est parfois un peu capricieux. Astarac me le confirmera, parfois la Colagne peut être capricieuse. Et on a ici un document qui est tiré de ce cartulaire rouleau qui rend compte de la réalité paysanne et de la réalité concrète de l'utilisation de ces moulins. Je vous lis ici le début, et puis ensuite on attaquera la suite. Il s'agit en réalité d'un contrat, j'allais dire, les moines vont salarier des personnes pour travailler à leur place dans le moulin. Mais je ne veux pas faire d'anachronisme, hein. On n'est pas au salariat à l'époque. Hein. En tout cas, Hugues, le prieur, le moine, en fait c'est le prieur, décide de donner un moulin à Gosbert et ses fils, et à ses neveux, voilà, au fils de son frère Pierre. Bon. Et il est expliqué dans la suite du document que si les moines ont besoin de ce moulin, et s'ils ont besoin de moudre dans le moulin, et que Gosbert, ses fils et ses neveux veulent y travailler toute la journée pour les moines, alors les moines acceptent de leur fournir le pain et le vin, donc de fournir le pain et le vin au menu, à ceux qui travaillent. Déjà, la différence avec les autres documents, c'est que là, on parle de moines, mais on parle aussi d'humains, de personnes qui vont travailler dans ce moulin pour y moudre. Donc, le meunier, voilà, est évoqué. Mais le plus intéressant dans cet acte, c'est la suite. Je vous la traduis. Si, en cas de montée des eaux, si, en cas de crue, si vero superveniente aqua, le moulin viendrait à céder, ex toto ipsum molendinum queciderit. Les moines sont prêts à aider en fournissant leurs bœufs et les hommes pour porter les poutres et les meubles. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. On a un exemple qui montre qu'on tient à certaines parties du moulin pour éviter qu'elles soient emportées par les eaux. Les poutres, peut-être l'arbre à cames, et les meubles, bon, c'est quand même un peu plus évident. Donc là, on a un deuxième exemple de crue ici, qui montre que si les eaux de la Colagne sont utilisées, si elles sont aménagées tout au long de la période médiévale, eh bien, les moines sont parfois bien incapables de maîtriser le flux, de maîtriser certaines crues qui peuvent être dévastatrices. C'est encore le cas, je pense, aujourd'hui. Alors, pour information, avant de passer à l'idée suivante, on a beaucoup d'informations sur trop d'eau, sur l'excès d'eau. Eh bien, je vais vous décevoir, on n'a aucun élément qui fait référence au manque d'eau. Voilà. Qu'on soit près de la Colagne, qu'on soit sur les hauteurs, Saint-Bonnet de Chirac, le Ras par exemple, rien. Ni même dans la vallée du Lot. Alors, les aménagements, ils sont sur la Colagne, ils sont aussi sur d'autres rivières. Alors là, je vous montre la Colagne en crue ici en 2013, et la force parfois de cette ressource qui peut se retourner contre nous. Il y a d'autres rivières dans lesquelles sont aménagés des moulins. Je pense à la Planchette, donc ce petit ruisseau qui court un peu en aval après le prieuré, où il est fait référence du ruisseau de la Planchette et l'appareil d'une donation du quart de la part d'un moulin aménagé au bord donc de ce ruisseau. Voilà. Donc là, il s'agit d'une donation du fils du sire de Mauriès, Astorg, voilà. Prénom assez à la mode à l'époque. Et voilà, donc on donne le quart de la production d'un moulin. Voilà. Et donc là, c'est un peu plus loin, dans un autre acte du cartulaire rouleau, où là, c'est plus sur je vous parlais du différend avec les seigneurs de Mauriès, où voilà, les moines ont même souligné pour montrer que le
la rivière de la Planchette leur appartiennent en totalité. Voilà. Alors ces aménagements, ce ne sont pas que des moulins. Et là, j'en viens au document du 19e siècle que j'ai utilisé. Dès leur installation, les moines, ils se sont également efforcés de détourner les eaux par la construction de béales. La carte que vous voyez ici, elle date de 1830. Elle représente le cadastre napoléonien du village du Monastier, conservé aux archives départementales de la Lozère. Celui-ci date de 1818. Cette carte est légèrement antérieure. Elle représente grosso modo la même chose. Celle-là est peut-être un peu plus belle d'ailleurs. Voilà. Bon, je ne vous l'apprends pas. Ce qui est en bleu sont les bâtiments non imposables. Ce qui est en rouge sont les bâtiments imposables. Et donc, j'attire votre attention sur la collade que l'on voit ici, que l'on voit ici. Ici est représentée, si vous le voyez, une partie des eaux qui semble dévier en direction du village et qui semble courir sur une longueur d'environ peut-être 200 mètres, 250 mètres, pour rejoindre le cours principal après être passé par un moulin et de se diviser en 3 branches. Ce béal, il est aujourd'hui conservé. Malheureusement, il est enseveli dans des ronces, ce qui le rend assez difficile à déchiffrer. Mais je vais vous montrer quelques photos que j'ai pu prendre qui montrent un peu l'état de conservation de ce béal. Déjà, on a une arcature qui va marquer l'entrée du béal. Voilà. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres béals que l'on va présenter après, celui du Villard, je crois, et celui des Salelles. Là, on a vraiment une arcature d'entrée. Alors, rien ne dit qu'elle est médiévale. En tout cas, cette arcature, je vois qu'il y a un mortier qui semble assez récent. Mais bon, il est possible que cette entrée soit d'origine médiévale. L'entrée, donc. On a ici donc, le canal de distribution, que vous voyez dans un état un peu sauvage. La nature a repris ses droits. Mais surtout, vous voyez, avant d'arriver au moulin, il y a un déversoir. Et ce déversoir, regardez, il est ici. Et on voit très bien le vannage qui permettait d'ouvrir la vanne pour déverser le trop-plein d'eau qui devait alimenter ensuite le moulin un petit peu plus loin. J'attire votre attention sur ce vannage quand même parce qu'il semble, je prends beaucoup de précautions, il semble très ancien, il semble roman. Alors, roman, c'est l'arc en plein cintre, dans l'architecture civile, ça ne veut pas dire grand-chose, roman, mais il semble d'époque médiévale, certainement. On voit les encoches, voilà, dans la pierre taillée. On voit le dallage sur le sol, mais aussi sur la partie haute. Donc, c'est un vannage qui permettait voilà, de déverser les eaux, qui est très bien conservé. Aujourd'hui, l'eau n'est plus alimentée. Pourquoi ? Parce que la digue n'existe plus, je crois. Il me semble que voilà, elle est quasiment inexistante, contrairement aux autres béals que je vais vous montrer. Voilà. Et donc, la suite du béal a été complètement comblée. On voit, vous voyez ici, les belles encoches, le travail de la pierre qui a été réalisé pour mettre voilà, une porte, mais voilà, une vanne en bois, puis peut-être en fer. Le moulin, donc il reste les murs, c'est déjà ça. L'intérieur, lui, est dans un très mauvais état. J'ai à peine réussi à y rentrer. C'est un moulin qui est voilà, d'extérieur en très beau état, mais voilà, qui est dans l'état qu'il est maintenant. Voilà. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a conservé une carte postale du prieuré qui est datée de 1885. J'attire simplement votre attention sur la façon dont les coteaux étaient aménagés à l'époque. On a voilà, les forêts sauvages qui sont désormais sur ce coteau et n'étaient pas là à l'époque. Alors voilà, je vous montre ici le béal qui a été avec la digue, qui faisait office de digue à l'époque, et dans lequel l'eau était amenée ici vers le nord. On repère ici très bien, je vous le montre avant de mettre de l'indice, on voit à peine, mais on le voit, l'arcature ici, l'entrée du béal. On voit par contre très bien aussi encore le vannage roman et son déversoir. Et on voit ici évidemment aussi très bien le moulin. Voilà. Donc on a quand même un vestige archéologique assez intéressant de la façon
dont les eaux pouvaient être détournées pour alimenter des moulins. Après, là, je sors de mon travail de médiéviste, mais voilà, j'émets des hypothèses. Et enfin, dernier aménagement concernant la Colagne, après je parlerai des autres cours d'eau, il y a aussi il y a aussi un montant. Ce montant, le voici. Ce montant, il a été construit pour faciliter l'utilisation de viviers, de piscines, de réserves à poissons. Alors, on a pour le coup ici 2 documents. Ces 2 documents, ils cumulent plus de 150 feuillets qui ont été conservés concernant la construction de ce montant, car le procureur du roi se serait opposé à la construction d'un tel barrage. On sait exactement qu'il s'agit de cette digue-là, de ce montant. Pourquoi ? Parce que parmi les 2 documents, il est fait référence exactement au montant situé sous le pont. Alors moi je pense que ces documents, ils seraient très intéressants à étudier parce qu'ils nous apprendraient beaucoup de choses sur le prieuré, sur l'époque du XVe siècle et sur la façon dont ils aménageaient la Colagne. Vous voyez, j'utilise ici le conditionnel parce que ce sont des documents qui malheureusement dépassent et de très loin mes compétences paléographiques. Je dois vous avouer, j'ai été absolument incapable de déchiffrer ces écritures. Heureusement, sur l'un des 2 documents, il y a une notice qui a été rédigée, qui explique la chose suivante, que je vous ai mise ici. Enquête faite le 25 juin 1467 par le procureur du prieur du monastier Les Chirac pour prouver que le dit prieur a haute, moyenne et basse justice dans le dit lieu du monastier et ses dépendances. Ça c'est classique. Mais comme aussi un montant dans le devèze c'est le devoir, c'est-à-dire le domaine réservé au prieur, ou d'un seigneur de manière générale. Le devoir, le devèze qu'il a dans l'eau de la Colagne pour faciliter la pêche des poissons. Voilà. Donc, là encore, ce document, il témoigne des importants aménagements réalisés par les moines pour réguler les eaux, pour en faire un espace productif, et on parlera des poissons juste après. Rapidement, il y a d'autres béals, d'autres moulins qui sont existants hors de la Colagne, pour le coup que je connais un peu moins mais que je vous présente. Évidemment le béal des Salelles, qui est en meilleur état, qui est représenté dans la carte de Cassigny avec ce petit point ici. Les petits points étoilés sont des références à des moulins, et donc on est sûr qu'il existait au moins déjà lorsque Cassigny a rédigé sa carte. Et puis la particularité du moulin des Salelles, c'est que les eaux sont détournées non pas par une digue, mais par une chaussée. Alors ça, c'est très étrange. Enfin étrange, non, c'est unique. C'est-à-dire que ça permettait, lorsque les eaux n'étaient pas très importantes, aux habitants de pouvoir traverser, de pouvoir passer d'un côté à l'autre pour accéder au moulin et puis à l'autre rive après. Voilà. Donc cette chaussée est en parfait état, elle est très très bien conservée. Est-elle médiévale? Alors là, je ne peux pas vous le dire. En tout cas, j'ai regardé dans les deux cadastres napoléoniens des Salelles. La chaussée n'est pas mentionnée, mais les digues en elles-mêmes ne le sont pas de manière générale. Donc voilà, est-ce que cette chaussée est médiévale? Assez difficile à dire encore une fois. Voilà. Et enfin, il y a le moulin du Villard, qui lui est en excellent état, le moulin du Villard. On voit très bien le béal ici, on voit le Lot, on voit le moulin en arrière-plan. Et ce qui est bien avec le moulin du Villard, c'est qu'on a conservé un document assez intéressant, que vous pourrez voir ici, tout à droite. C'est qu'il n'évoque non pas le moulin, non pas la production qui est faite, mais il est fait référence à l'aménagement des berges du béal. Et en fait, ce document il porte sur un différend entre l'évêque de Mende et le prieur concernant l'entretien des arbres qui ont été construits à côté du béal pour maintenir le béal, en fait. Voilà. De même, le différend entre eux, l'évêque de Mende et le prieur, porte sur le plantement d'arbres de l'écluse du moulin du Villard pour conserver les infrastructures du côté du mas de Chabat, notamment rive droite, car chacun d'eux affirmait être l'auteur de ces plantations.
Et il est même dit que toute personne qui abattrait ces arbres parce qu'ils appartiennent au prieuré serait punie par le sang. J'accélère un peu? Oui, j'accélère. Voilà. Évidemment, contrôler la ressource, c'est contrôler la ressource en poisson. C'est l'alimentation aussi. Alors, là pareil, premier constat sur tous les documents d'actes que j'ai trouvés, sur la documentation du prieuré de Saint-Sauveur de Chirac, aucune donation conservée ne fait référence à des redevances en poisson. Aucune. J'ai des redevances en bœuf, en porc, en poulet, en œuf, tout ce que vous pouvez imaginer, en agneau et en mouton évidemment, mais le poisson n'est pas mentionné une seule fois. Moi j'en conclus tout simplement que les moines se fournissaient directement dans leur propre réserve, dans leur propre piscine, dans leur vivier à poisson. Ce qui est sûr. Ces sources judiciaires, alors, il faut les regarder. Parce que si les sources de donation, d'actes de vente ou de mise en gage ne nous disent rien, il faut regarder dans les sources judiciaires. Elles, les sources judiciaires, elles nous apprennent des choses sur le contrôle de ces viviers, ou en tout cas de ces portions de territoire hydrographique que les moines contrôlent. Voici un document intéressant, lui aussi, qui est une sentence qui a été prononcée par le bailli de Chirac. Non, pardon, elle a été prononcée par le sénéchal de Nîmes contre le bailli de Chirac. Bailli de Chirac qui s'appelait Raymond Barreira. On est en 1268. Raymond de Barreira, il est ici, bailli de Chirac, accusé de s'être introduit dans le monastère avec quelques-uns de ses hommes pour avoir enlevé 3 enfants qui étaient dans les prisons du monastère. Donc déjà on apprend quelque chose, c'est que le monastère avait des prisons et qu'ils y mettaient des enfants aussi. Enfin, ceci dit, attention, ce sont des puerorum. Alors est-ce que ce sont des enfants ou des adultes qui se comportent comme des enfants? Au Moyen-Âge, voilà, là, on peut être un peu, voilà, on peut se douter, on peut s'interroger. Bref, peu importe. Évidemment, source cléricale oblige, la sentence, elle met en avant la violence de l'épisode, la sauvagerie de ces hommes qui sont rentrés dans le monastère, qui ont détruit du mobilier, qui ont cassé certains objets. Voilà, les méchants laïcs contre les pauvres clercs. Mais ce n'est pas l'objet de ce document, de cette conférence. Par contre, ce document, il met en avant un des éléments, une des raisons pour lesquelles ces 3 enfants ont été arrêtés. Dans la juridiction du prieuré, ils ont commis un vol en pêchant des truites, les apportant hors de l'église, et ils ont été mis en prison. Piscando tructas. Voilà. Donc ces 3 petits-enfants, ces 3 personnes, elles auraient profité de l'absence de ces moines pour voler des truites dans le vivier situé aux abords de la Colagne. Voilà. Alors là, j'en arrive au XVe siècle. Cette préoccupation de contrôler la ressource en poisson, elle touche la période médiévale, mais même au-delà. Et c'est là que je vais aller jusqu'au XVIIIe siècle. En 1500, un litige important va opposer le prieur du monastier et les habitants des Salelles et de Chabannes concernant l'utilisation de ces viviers dans le Lot. Donc déjà, ils avaient des viviers dans la Colagne, mais ils en avaient aussi au Lot. Concernant les habitants des Salelles, mais ça concerne aussi le ruisseau des Saliens, voilà, près de Chabannes. Le premier de ces documents, vous voyez, ici, il est daté de 1500, il est conservé aux archives départementales de la Lozère. C'est un document, vous en doutez encore une fois, qui est très difficile à transcrire. Je m'en remets donc aux compétences paléographes qui seraient capables d'avoir le don, je dirais même le génie de pouvoir transcrire de tels textes, que j'admire vraiment, absolument. Un texte qui porte sur le droit de surveillance de la pêche dans la rivière du Lot, un droit qui était contesté au prieur. Alors le deuxième document, il porte sur l'ancien, il est daté de l'année suivante. Il date de 1501, c'est un arrêt de la Cour du Parlement de Toulouse qui confirme un accord passé entre les habitants et le prieur. C'est un document très long, je n'ai pas encore eu le temps de l'étudier dans son ensemble. Je crois qu'il fait à peu près ma taille, il est peut-être même plus haut que moi.
Et c'est un document dans lequel il est explicitement expliqué que l'on interdit, véritablement, prohibendo, voilà, on interdit les habitants des Salelles de pêcher dans les réserves du prieuré, du Lot, depuis le pont des Salelles jusqu'au Villard. Et, à une exception près, ils disent, il me semble, voilà, ces habitants n'ont le droit de pêcher que depuis le pont. Voilà. Et il me semble qu'ils disent aussi, mais là il faut vraiment que je l'analyse un peu plus en profondeur, s'il y a des inondations, ils peuvent pêcher avec des espèces de paniers. Voilà. Donc, pas encore très très clair ce document, mais apparemment, s'il y a des inondations, ils ont la possibilité de pêcher d'une certaine manière, alors que s'il n'y a pas d'inondation, il faut qu'ils pêchent traditionnellement, voilà, seulement depuis le pont. Bon. Voilà, un document très long. Voilà, donc affaire à suivre, l'histoire, c'est pour ça, continuellement des recherches. J'avance dans le temps, on est dans l'époque moderne désormais. En 1603, 3 individus sont condamnés à verser une amende pour avoir pêché dans les viviers à poissons du Lot, du prieuré, contravention aux proclamations ordinaires faites annuellement sur la pêche du devoir, le domaine, du lieu des Salelles, d'une part, et Mathieu Sirvin, Gabriel Quintin et Jacques Lansac, du dit Salelles, appelés et prévenus d'avoir pêché au dit devoir. Le procès, plainte et dénonciation du dit procureur. Voilà. Et cette surveillance, eh bien, elle va être maintenue jusqu'à la Révolution française, puisqu'en 1775, maintenant, le prieur du monastier, Jean Montaigne, il va nommer un homme, Bernard Rosier, habitant du lieu du monastier, pour surveiller le domaine du prieuré, et il va être donc nommé garde-terre, garde-chasse, mais aussi garde-pêche. Voilà. Donc vous voyez, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le contrôle des eaux, eh bien, il est important pour le prieuré. Voilà. Alors j'aurais voulu vous faire toute une analyse sur le franchissement des cours d'eau. Et bien malheureusement, concernant les sources médiévales, peut-être que les sources modernes sont plus généreuses, mais pour les sources médiévales, le pont que vous voyez ici, il n'est pas mentionné une seule fois. À part en 1500, il s'agit de construire ce montant, 1467, le pont n'est jamais mentionné, même pas des péages, ni quoi que ce soit. C'est frustrant quand même, alors qu'on sait qu'il est à source sûre d'époque médiévale. Et le pont des Salelles, c'est pareil, mis à part cette histoire de pêcher à partir du pont, eh bien, le pont des Salelles, qui lui aussi semble d'origine médiévale, eh bien, il n'est pas évoqué, malheureusement. Donc voilà, concernant les cours d'eau, on n'a que les ponts que je vous présente ici, qui pourraient faire une très belle analyse archéologique, architecturale. Pour conclure, en général, sur ce prieuré de Saint-Sauveur de Chirac, j'aime beaucoup conclure par un poème du XIXe siècle, très romantique, sur la fondation du prieuré. Alors je l'ai mis parce que la colonne est évoquée, donc je vais vous le lire. Il dit, noble Féodaux, homme lige, manant, d'Astor, votre baron, oyez tous les serments. Je juge au Créateur, arbitre de la terre, de fonder une église avec un monastère, au nom du Saint-Sauveur. Là, 20 religieux, pour nous, pour nos défunts, imploreront les cieux, au lieu dit de Chirac, non loin de la Colagne, c'est le vœu le plus cher de ma jeune compagne, de mon frère Aldebert, c'est ainsi le désir, et leur souhait concorde avec mon bon plaisir. Voilà.